Est-ce que la PS5 Pro en vaut la peine? Non. Non, je déconne. Ou peut-être pas. Voyons cela ensemble. Après quasiment un mois de test, je peux enfin vous donner une analyse concrète et vous conseiller afin de déterminer si la Pro est faite pour vous. Pour que mon analyse soit cohérente et globale, on commence d'abord par les données brutes des deux machines. Au niveau des performances de base, nous savons déjà que pour la PS5, nous avons dans la plupart des jeux un mode cinématique qui privilégie la résolution et un mode de performance qui nous propose un mode à 60 fps, jusqu'à 120 dans certains titres. Cela a une résolution inférieure ainsi qu'un ray tracing faible, voire inexistant. Pour la PS5 Pro en revanche, on a très souvent plusieurs modes à choix, mais le principal étant dans la plupart des jeux ayant reçu un patch d'amélioration PS5 Pro, le mode appelé tout simplement Pro. Ce mode vise à nous fournir la meilleure qualité visuelle possible, incluant résolution et dans la plupart des cas le ray tracing à 60 images par seconde. Je dis bien dans la plupart des cas, car ce n'est pas toujours vrai. Je pense notamment à Hogwarts Legacy, qui dans son mode le plus élevé n'atteint que rarement et en intérieur les 60 images par seconde. Et ça, c'est lorsqu'on retire la limite des 30 images par seconde. Cela implique certaines contraintes techniques avec votre TV ou moniteur, et je vous en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Le PSSR, ou PlayStation Spectral Super Resolution. Sony a rejoint la course à la reconstruction d'images basée sur l'apprentissage automatique, lancé par Nvidia il y a près de 6 ans. Il s'agit, tout comme le DLSS, d'une forme d'upscaling s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Comme vous le savez très certainement, seule la PS5 Pro en est équipée. Est-ce que le PSSR est la solution? Eh bien, en théorie, oui. Dans la réalité des faits, ça dépend. L'idée du PSSR est de prendre une résolution basique, par exemple 1080p, qui demande beaucoup moins de puissance de calcul pour ensuite la déposer sur un canevas d'une surface de 3840 par 2160 pixels ou 4K et compléter les vides à l'aide de l'intelligence artificielle. La PS5 Pro étant capable de générer une image de base avec une résolution supérieure à la PS5 Slim, cela aide en même temps la technologie d'upscaling afin d'avoir une image finale de meilleure qualité. Le PSSR en est à ses débuts. Théoriquement, la version actuelle du PSSR est la pire que nous aurons car c'est une technologie d'apprentissage qui s'améliore au fil du temps. Tout comme l'a fait le DLSS pour Nvidia. Avec les années, je suis certain que PSSR suivra cette trajectoire. À mon avis, sur la PS5 Pro, nous sommes les bêta-testeurs de cette technologie qui arrivera, et j'en mettrai ma main à couper, sur la PS6. Pour certains titres, le PSSR est très bien implémenté. Je pense notamment à Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo, Stellar Blade et bien d'autres, alors que dans certains autres titres, c'est pas la joie. Alan Wake et Silent Hill par exemple. Ils avaient beaucoup de ce que l'on appelle du shimmering. Je vous mets l'image à l'écran, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Le studio, Bluebird Team, qui a développé le jeu, a fait machine arrière et a rétabli l'ancienne technologie d'upscaling. Encore une fois, il s'agit ici d'implémentation de la part des développeurs. Et je tente à penser que cela sera optimisé et amélioré dans les prochaines mises à jour. Pour voir le meilleur résultat que PSSR est capable d'offrir, il nous faudra encore un peu de temps. Comme dit précédemment, lors de l'utilisation du ray tracing sur PS5, nous avons dans la plupart des jeux un mode cinématique avec ray tracing en 30 images par seconde. Dans de rares jeux comme Spider-Man, Remaster et Miles Morales, on obtient un mode avec un léger ray tracing à 60 images par seconde. Pour la Pro, en revanche, le ray tracing amélioré est un des points clés de son marketing. Dans les différences majeures et dans beaucoup de jeux, on nous promet du ray tracing amélioré tout en gardant les 60 images par seconde du mode performance. Mais comme dit plus tôt, certains jeux comme Hogwarts Legacy n'arrivent quasiment jamais à atteindre 60 fps lorsque l'on joue en mode fidélité et ray tracing. Je peux juste vous dire que dans l'ensemble, sur la plupart des jeux, oui, il y a une amélioration visible de la Pro par rapport à la PS5 de base, mais la question est-ce vraiment quelque chose que l'on remarque durant le gameplay? Et je dois avouer que non, pas toujours. Alors voilà un point qui fait gueuler de ouf, et ça se comprend. Sur la Slim, nous avons une édition avec le lecteur de disque, et sur la Pro, nous n'avons pas le choix du modèle, car elle n'existe tout simplement pas en format disque. La Pro existe uniquement à la vente en édition digitale. Il faut donc ajouter les 120 balles nécessaires pour acheter un lecteur de disque. Et ça, c'est quand ils sont en stock. Et personnellement, je trouve ça insensé. Pour moi, le lecteur aurait dû être compris dans le prix de la console, ou au minimum avoir un prix plus bas pour la version digitale de la Pro. On retrouve le même CPU sur les deux machines, et Sony a simplement légèrement augmenté la fréquence du CPU par 10%. On retrouve tout de même cette légère augmentation de performance de 10% d'images par seconde en plus dans les jeux très demandeurs en puissance de calcul processeur. Un bon exemple pour cela est Elden Ring, qui est un jeu très souvent limité par la puissance du CPU. Rien de fou à noter du côté de la Pro dans ce cas présent, où l'accent est vraiment mis sur la résolution finale et la puissance de calcul de la partie graphique de la chip. Justement, voilà
enfin une amélioration à noter. 67% d'unités de calcul en plus qui sont en grande partie là pour pallier au manque de puissance du GPU, pour nous permettre d'atteindre nos 4K de résolution de sortie finale après un traitement au PSSR et nos 60 images par seconde. Ici rien de sorcier, Sony a simplement créé une puce plus grosse avec plus de compute units. Ce qui reste toutefois intéressant, c'est que la consommation électrique est proche de la Slim malgré ce bond de performance. Au moins une bonne nouvelle pour nos factures électriques. Là, on a également une bonne surprise. On passe de 1 Tera sur la Slim ou 875 Go sur la PS5 d'origine à 2 Tera sur la Pro. C'est une jolie petite addition, Sony ne fait de loin pas tout juste, mais lorsqu'ils font un move positif, je trouve qu'il faille quand même le relever et j'apprécie ce petit boost. A noter que nous avons toujours la possibilité de rajouter du stockage comme sur nos anciennes PS5 et les prix des SSD étant à la baisse, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Encore une fois, quelque chose d'un peu niche, mais Sony nous fait plaisir ici. On passe du Wi-Fi 6 sur la Slim au Wi-Fi 7 sur la Pro. Alors oui, je sais, peu de gens ont des routeurs avec des vitesses de connexion pouvant exploiter le plein potentiel du Wi-Fi 7, mais si on regarde cet ajout en regardant l'avenir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, je recommande toujours de connecter sa console par le port Ethernet. Pour certaines personnes, ce cas de figure n'est pas envisageable. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un bon routeur Wi-Fi 7, vous serez également agréablement surpris par les vitesses et performances du Wi-Fi sur votre console. Et encore plus si vous êtes le propriétaire d'une PlayStation Portal pour jouer à distance. Maintenant, un autre point intéressant. Sur nos consoles PS5 et PS5 Slim, on retrouve 16 Go de RAM qui sont dédiés à l'ensemble du système, c'est-à-dire au système d'exploitation de PlayStation, mais également aux jeux. Là où Sony ont pris une décision intelligente pour la Pro, nous avons maintenant 2 Go supplémentaires. Ces 2 Go sont purement dédiés au système d'exploitation et les 16 Go que nous avions initialement pour tout le système sont maintenant intégralement dédiés au jeu. Et pas seulement ça, nous avons même 28% de vitesse de mémoire en plus par rapport à la Slim. Ceci nous permet encore une fois d'obtenir de meilleures performances en termes d'images par seconde, mais aussi en termes de ray tracing, car comme vous le savez peut-être, la technologie du ray tracing est très gourmande en VRAM. Le Game Boost, uniquement présent sur la Pro. Pour tous les jeux ne disposant pas d'un patch amélioré pour la PS5 Pro, vous noterez toutefois une amélioration des performances, en l'occurrence la résolution et ou le nombre d'images par seconde. Si je prends Gran Turismo par exemple, avant le patch pour la PS5 Pro, la PS5 Slim obtenait en moyenne 80 à 90 FPS en 4K. Et avec la PS5 Pro, on obtenait 120 FPS constamment en 4K. Depuis, le jeu Gran Turismo a reçu un patch et nous avons actuellement du ray tracing en course. Plus de 8500 jeux PS4 tirent également parti de ce boost de puissance et pour les jeux PS4, on a aussi la possibilité d'améliorer légèrement les visuels. Mais bon, là, il faut vraiment sortir la loupe pour voir une différence d'après mes tests. La différence la plus flagrante est souvent sur les ATH et autres indications en jeu où là, c'est de manière générale plus net. Mais comme je dis, ce n'est pas un truc de dingue. Et bien sûr, vous l'avez deviné, la plus grosse différence entre les deux consoles, c'est le prix. En moyenne, 4 à 500 € grosso modo lorsqu'il n'y a pas de promotion sur la PS5 Slim avec disque et 920 € environ pour la PS5 Pro une fois le lecteur de disque acheté. Bon, maintenant qu'on a les données de base, je vais pouvoir vous aiguiller dans votre choix PS5 ou PS5 Pro. Passons au tableau numéro 1 à qui s'adresse la PS5 Slim. Si votre budget est limité, si vous utilisez une TV ou un moniteur qui affiche du 1080p ou 1440p. Si pour vous, la performance, je parle ici d'images par seconde, est plus importante que le visuel quand vous jouez. Si le ray tracing n'est pas forcément important pour vous. Si vous voulez un lecteur de disque inclus avec votre console, ça c'est dans le cas bien sûr où vous prenez la version disque. Et pour finir, si vous souhaitez une console de taille un peu plus petite. Ce tableau représente, selon les estimations, environ 90% des clients. Maintenant, passons au deuxième tableau. À qui s'adresse la PS5 Pro? Si vous avez un large budget gaming, si vous avez un moniteur ou une télé 4K, et surtout, si vous êtes à une distance faible pour un petit écran ou une distance moyenne pour un grand écran, la raison pour laquelle je vous dis cela est que vous serez beaucoup plus susceptible de voir et apprécier la haute résolution qu'offre votre PS5 sur un écran à haute résolution à plus faible distance. Car oui, plus l'écran est loin, moins il est nécessaire d'avoir une grosse résolution car l'œil ne pourra de toute façon pas distinguer les pixels aussi aisément. C'est un point qui est très souvent ignoré, mais il est extrêmement important. Si pour vous, la qualité est plus importante que la performance, alors ici on peut discuter. Sony a comme argument marketing que 2/3 des gens préfèrent 60 FPS plutôt qu'une résolution et un ray tracing supérieur. Pour moi, la PS5 Pro s'adresse plutôt aux gens qui ne veulent pas faire de concessions au niveau de la qualité d'image. Ils veulent en priorité la qualité d'image, même si cela coûtait des FPS auparavant. Et c'est là que la Pro entre en jeu. Elle donne à cette clientèle
visuelle, la qualité visuelle du mode qualité et la fluidité du mode performance. Bien sûr en général, comme je l'ai dit plus tôt. Merci de ne pas oublier ce que j'ai dit avant, cela dépend vraiment du travail des développeurs de jeux. Certains jeux sont absolument atroces en l'état sur PS5 Pro, alors que d'autres sont une réussite après le patch. Ce paramètre dépend donc réellement de l'implémentation du système d'upscaling de PSSR par les développeurs. Je le rappelle encore une fois, nous sommes qu'au début du PSSR et avec le temps je suis persuadé que les choses s'amélioreront et que nous aurons de meilleurs résultats visuels. L'importance du ray tracing et du shadow tracing est élevée. Pour les joueurs dans cette catégorie, comme je le disais, les visuels sont un des points les plus importants lors de la décision finale d'achat. Et si votre budget vous permet d'acheter une Pro, je recommande absolument une télé compatible VRR et 120 Hz. Car pour les jeux qui donnent la possibilité de désactiver la limite des 30 fps, pour les modes haute résolution, ray tracing, avoir un écran VRR évite les sauts et les frises d'images qui sont absolument insupportables lorsque vous retirez les limites de 30 images par seconde dans certains jeux, typiquement Hogwarts Legacy. Si vous souhaitez avoir le meilleur disponible sur le marché, dans cette catégorie on retrouve les technophiles qui souhaitent avoir le meilleur matériel possible. Je trouve qu'il est important d'avoir cette catégorie dans notre tableau, car mine de rien, ça ajoute un rôle très important dans le processus de décision. Si pour vous, le Wi-Fi 7 est un point clé, comme discuté précédemment, le Wi-Fi 7 est encore au stade de luxe, mais on y arrive gentiment. Pareil pour le stockage de la Pro avec ses 2 Tera de stockage interne. Ce tableau représente, selon les estimations, environ 10% de la population des joueurs, et je trouve cela tout à fait logique. On retrouve des chiffres similaires entre la PS4 et la PS4 Pro. Comme on le voit, la PS4 Pro n'a au final vendu que 10 à 14% des unités de PlayStation 4 globales, ce qui reste faible. Ici, la PS5 Pro suit la même trajectoire que son aîné. Pour conclure, ici, Sony joue la carte de la différenciation marketing et mise sur un produit premium, mais aussi dans la sélection de produits qui fait partie d'un écosystème. Vous pouvez acheter une PlayStation de base ou une Pro, mais pour compléter votre setup, vous pouvez aussi vous acheter une manette Pro, un casque audio chez eux, un casque VR, un lecteur de jeux à distance comme la Portal, avec bien sûr des écouteurs sans fil qui ont une technologie propre à Sony pour une meilleure compatibilité avec vos consoles et une latence réduite. Bref, pour revenir à la Pro, je vais personnellement la garder. Ceci dit, je n'en ai pas un réel besoin. Cela représente plutôt un plaisir plutôt qu'une nécessité. Il y a certains moments où je me dis, waouh, les graphismes sont superbes. Franchement, je suis capable de discerner la différence et de l'apprécier. Alors que dans certains autres jeux, il y a vraiment des moments où je me dis, je vois aucune différence avec la PS5 normale. Surtout dans des jeux FPS avec énormément de mouvements et de vitesse. Pour moi, le problème majeur de la Pro est le résultat réel final que l'on a en face de nous. La proportionnalité entre l'amélioration visuelle et le prix n'est pour moi pas toujours cohérente. Et j'aurais plutôt vu une Pro à un prix de 590 € sans le lecteur de disque. Mon conseil, si vous vous retrouvez entre les deux tableaux et que vous souhaitez vraiment une Pro, attendez que des offres sur la Pro arrivent ou achetez-en une d'occasion en bon état. Ou alors, un bundle qui peut-être sera intéressant pour vous à l'avenir. Qui sait, pourquoi pas un bundle à prix réduit sur une PS5 Pro avec GTA 6 d'ici quelques mois? On peut toujours espérer. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à former votre décision. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Bien sûr, même si la vidéo t'a plu et t'as envie de me dire un petit commentaire sympathique, avec plaisir. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Ciao ciao tout le monde.